Notre invité ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes peu exprimé depuis dimanche soir. Vous êtes là ce matin sur RMC BFM TV. On va regarder l'actualité nationale et nous parlerons d'Europe ensuite. L'UMP, est-ce que vous vous frottez les mains ce matin ? Je ne me frotte pas les mains parce que chaque fois qu'il y a ce type de dérive, d'éclaboussure sur la vie politique, je vois s'élargir le fossé entre les Français et la classe politique. Maintenant, et vous voyez des militants UMP qui pourraient venir vous rejoindre aussi. Bon, écoutez, il y a de quoi quand même. Il y a de quoi parce que alors s'il y a bien des personnes qui sont les dindons de la farce, c'est bien ces adhérents de l'UMP à qui on a réclamé de l'argent dans le cadre d'un sarcoton et qui s'aperçoivent que cet argent en réalité a été dépensé dans des proportions absolument inouïes au bénéfice de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Vous avez regardé la confession de Jérôme Lavrieux, le directeur de cabinet de Jean-François Copé, hier sur BFM TV. Oui. Quelle réaction ? Pas de la compassion en tout cas, ça c'est sûr. Moi je ne marche pas dans ce type de choses. C'est pas que j'ai pas de cœur, hein. C'est que je crois que tout ça est un vaste cinéma. Vous savez, j'ai été avocat pendant longtemps et on retrouve toujours les mêmes réflexes chez les délinquants. Un délinquant, Lavrieux ? Non. Moi je veux pas me mettre à la place de la justice, mais je remarque que c'est toujours les mêmes réflexes, que ce soit des petits délinquants ou que ce soit des grands. C'est c'est pas vrai. Et puis quand on démontre que c'est vrai, 2, c'est pas moi. Et quand on démontre que c'est eux, 3, c'est pas grave. C'est-à-dire tout le monde le fait. C'est assez, ça manque d'imagination comme défense. C'est exactement ce qu'a fait Monsieur Lavrieux. La réalité de cette affaire, c'est que Nicolas Sarkozy a dépensé le double du plafond légal de dépenses de la campagne présidentielle. Ça veut dire, si les faits sont avérés, qu'il a triché. Ça veut dire que la régularité de l'élection est mise en cause. Ça veut dire que la légitimité du résultat du premier tour est mise en cause. C'est scandaleux. Vous imaginez une triche à une échelle industrielle, car 23 millions d'euros de dépenses supplémentaires, que personne ne vienne me dire que ni le patron de l'UMP n'était au courant, ni le candidat n'était au courant. Vous les mettez en cause ce matin. Écoutez, ils étaient au courant pour vous. C'est juste impossible. Et je vous dis cela avec la double casquette de présidente d'un mouvement politique et de candidate à l'élection présidentielle. Donc, ils étaient au courant, vous les mettez en cause ce matin. Vous voulez dire quoi ? Écoutez, vous voulez dire que vous remettez en cause le résultat de l'élection présidentielle de 2012 ? Mais ce résultat, la légitimité de cette élection ? Mais Monsieur Bourdin, de fait, elle est remise en cause. À partir du moment où on n'a pas respecté les règles du jeu, à partir du moment où un candidat s'est autorisé à dépenser en trichant, en faisant prendre en charge par le mouvement politique la moitié de ses dépenses, ça montrait les dépenses de Nicolas Sarkozy à 40 millions d'euros. Oui, mais que 40 faites-vous ? millions d'euros. En cause la légitimité. Moi, j'ai fait une campagne présidentielle à 9 millions d'euros. Oui. Vous imaginez ? Mais il y a des limites, de toute façon, fixées par la loi. Voilà. Marine Le Pen. Et il a doublé ses limites. Vous remettez en cause cette élection présidentielle. Vous la remettez en cause, mais vous n'irez pas plus loin. Comment faire ? Que faire ? Mais rien. Ne rien faire. Constater qu'il y a que... Remise en cause morale. Constater que aujourd'hui, oui, si les faits sont avérés, et je crois très honnêtement que les éléments sont tout de même extrêmement sérieux, après l'aveu d'abord de Big Malion, deuxièmement de Monsieur Lavrieux, je dis que Nicolas Sarkozy est totalement disqualifié. Voilà. Déclaration de Brice Hortefeux, l'un des plus proches, sinon le plus proche de Nicolas Sarkozy. Il assure que l'ex-chef de l'État est très mécontent de voir son nom associé à la curieuse actualité autour de Big Malion. Voilà la déclaration. Ça vous fait rire, hein. Mais je sais même plus comment réagir face à une déclaration telle que celle-là. Enfin, écoutez, des gens arrivent et avouent que le candidat Nicolas Sarkozy a triché avec les règles de fonctionnement de notre démocratie, s'est accordé une campagne présidentielle qui a coûté le double de celle de son adversaire socialiste et le quadruple du plafond remboursable. Et ce, en violation totale de toutes les règles de financement, et on vient nous expliquer qu'il est très content que son nom soit associé, mais il est le centre de cette affaire.
Il est le pilier de cette affaire. C'est sur ses ordres. Il ne peut pas en être autrement que ces dérives financières ont été organisées. Bien, oublions l'UMP, passons à François Hollande qui était hier soir à la télévision. Vous n'avez pas réagi derrière. Remarquez, vous étiez ce matin sur RMC BFM TV. La réforme territoriale, il a répété qu'il allait l'engager rapidement. Réduction du nombre de régions, suppression des conseils généraux. Vous êtes favorable à cette réforme? D'abord, permettez-moi de vous dire ce que je pense de cette allocution, qui était stratosphérique. Je veux dire, stratosphérique. C'est-à-dire? Voilà, un président de la République qui prend la parole pour ne strictement rien dire. Pour dire que, d'abord pour insulter un quart des électeurs de dimanche, ce qui est tout de même assez étonnant en les traitant d'extrême droite. Un quart des votants, oui. Un quart des votants, ce qui est tout de même relativement étonnant. Moi, je trouve ça scandaleux, mais je pense que beaucoup de Français trouveront également, même s'ils ne sont pas électeurs d'ailleurs du Front National. Et qui termine son allocution en expliquant qu'il ne changera pas un iota de la politique qu'il mène et qu'il ne va pas dévier en fonction des circonstances. Mais le vote du peuple souverain n'est pas une circonstance, c'est le fondement de notre démocratie, de démos, le peuple. Quand le peuple parle, on l'écoute. Il n'y a qu'en France qu'un président ose réagir de cette manière. En Grande-Bretagne, M. Cameron a immédiatement tiré les leçons du scrutin et a réclamé une réunion avec l'ensemble des dirigeants européens pour exiger que ce qui avait été exprimé, on en tienne compte. Le président de la République, lui, rien du tout. Alors moi, je vais vous dire, M. Bourdin, une chose. Moi, je réclame clairement au président de la République. D'abord, la dissolution de l'Assemblée, vous le savez, parce que l'Assemblée nationale n'est plus du tout représentative du peuple français. Deuxièmement, je lui demande 3 actes pour tenir compte du vote qui a été exprimé dimanche. Premièrement, je lui demande de stopper le traité transatlantique. Deuxièmement, je lui demande d'exprimer le veto de la France à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Troisièmement, je lui demande la nationalisation d'Alstom, donc contre les règles de l'Union européenne, pour sauver cette entreprise stratégique française. Voilà, ça ce serait 3 moyens pour François Hollande d'admettre que il a perdu lourdement les élections de dimanche. Il a fait moins de 15%. C'était une élection européenne et non pas une élection nationale. Ce sont 3 sujets tout à fait européens. Il y a des institutions. Oui, les 3 sujets. Les 3 sujets, mais sur la dissolution. Pourquoi une dissolution là? Mais comment peut-on continuer à diriger? Il y a des institutions que vous respectez, Marine Le Pen, avec un Parlement qui a été élu pour 5 ans. Mais enfin, avec un Parlement qui a été élu, avec un mode de scrutin dont tout le monde sait qu'il a été magouillé entre l'UMP et le PS pour conserver le pouvoir à des gens qui représentent aujourd'hui tous ensemble 35%. Mais c'est inouï. C'est inouï. Bon, donc il faut aujourd'hui remettre en cause, à mon sens, remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Et donc, le seul moyen de faire parler le peuple, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et de mettre en place la proportionnelle. Parce que, encore une fois, 25% des Français sont représentés. 25% des 43% de votants. Oui, d'accord. Et 15% des 43%. Ça fait combien, ça, 25% des 43%? Attendez, M. Bourdin, vous voulez aller jusque-là? Oui. Alors vous devriez demander la démission du président de la République. Mais pourquoi? Parce que quand on fait 15% de 43% des votants alors qu'on est président de la République, on n'a plus aucune légitimité. Ça s'appelle... Il n'a plus aucune légitimité à votre... Moi, si on tient compte de l'abstention, alors il n'a plus aucune légitimité. Ce matin, vous dites, le président de la République n'a plus aucune légitimité. Non, M. Bourdin, je vous dis que si vous tenez compte de l'abstention, alors le président de la République doit démissionner. Parce qu'il fait, encore une fois, 43... Est-ce qu'il est encore légitime à vos yeux? 43% de 15%. Est-ce qu'il est légitime à vos yeux? Ah bah je pense que les Français ont répondu dimanche, non? Que il est légitime, il est président de la République. Ce sont les institutions. Vous ne demandez pas sa démission. Vous ne demandez pas sa démission. J'attire l'attention de ceux qui essayent d'user de cet argument de l'abstention, qui au passage d'ailleurs a baissé, car pour la première fois depuis 20 ans, l'abstention a baissé aux élections européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front National est le parti qui ramène les électeurs aux urnes. C'était vrai aux municipales, c'est vrai aux européennes. Et ce sera vrai demain aux législatives si le président met en place la proportionnelle, c'est-à-dire si chaque Français a le sentiment que sa voix compte et qu'il est représenté dans une assemblée qui redeviendrait à ce moment-là nationale. La France, regardons bien. Le PS, désavoué, totalement désavoué. L'UMP, décrédibilisé. Et vous êtes seul. Mais
Avec qui? Seul. Qui peut gouverner la France aujourd'hui? Je suis pas seul, moi, Monsieur Bourdin. Vous êtes avec 25% de 43% de votants. Non, je ne suis pas seul. Je suis autonome. Nous sommes une force autonome et c'est ce qui fait notre puissance. Nous ne dépendons pas des petites magouilles d'appareils qui consistent à dire je te laisse telle circonscription et moi je te prends celle-là, etc., etc. Comme on l'a vu entre le PS et les Verts, comme on voit ce pauvre Monsieur Copé venir le lendemain, le soir de l'élection, dire ah oui mais alors si on avait additionné avec l'UDI, qui a dit mais nous on veut absolument pas être additionné avec l'UMP, on pense pas du tout la même chose. À ce moment-là, on serait arrivé en tête. C'est dérisoire. Moi, je suis une force autonome. C'est ma fierté et je défends le peuple. Et c'est le peuple qui me porte. Et c'est lui, c'est avec lui, pour lui, que je veux que nous gouvernions demain. Avec qui allez-vous vous allier en Europe? Où est-ce que vous en êtes je sais que vous êtes allié avec les Néerlandais, avec la Ligue du Nord italienne, avec le FPO autrichien et avec les Belges. Oui, mais je vous dirai ça demain, mais ça permettez-moi, c'est vraiment de la mécanique. C'est pas de la mécanique, c'est que ça vous permet de constituer un groupe à Strasbourg. C'est de la mécanique qui permet d'avoir une puissance de feu et puis à Strasbourg, une puissance financière, que nous et puis n'avons pas, une puissance d'intervention que nous n'avons pas institutionnelle. Que nous n'avons pas lorsque nous sommes non inscrits. Je vais demain à Bruxelles, précisément pour aller rencontrer un certain nombre de responsables politiques. Avec le Jobbik, avec Jobbik sont les Hongrois. Avec Ataka, vous me direz Ataka avec Ataka gouverne avec le Parti socialiste. Bon, mais ça personne ne leur en demande des comptes. Et évidemment avec Obdoré. Mais il y a toute une série Udo Voigt. Oui, non, évidemment. Il y a toute une série de mouvements. C'est un néo-nazi allemand qui a été élu. Il y a toute une série de mouvements qui, à mon avis, sont intéressés à participer à une grande force politique dont le but est, encore une fois, d'empêcher toute nouvelle avancée de l'Europe fédérale. Moi, je n'oublie pas que dans les statuts du Parti populaire européen auquel appartient l'UMP, il y a marqué qu'ils œuvrent pour l'intégration d'une Europe fédérale. Voilà. Ils ont menti pendant la campagne, ils ont nié cette réalité. Donc, l'UMP et le PS œuvrent pour une Europe fédérale. Moi, j'œuvre pour une Europe des nations. Je veux rendre le pouvoir au peuple français. Je veux qu'il puisse décider pour lui-même, par lui-même, dans toute une série de domaines. Et c'est ça que je ferai au Parlement européen. Bien. Et vos élus, c'est ce que feront vos élus. Nigel Farage, le leader du UKIP en Grande-Bretagne, dit le FN nourrit un antisémitisme rampant. Ses racines antisémites et racistes sont profondes. Voilà ce qu'il dit. Il ne veut pas s'allier avec vous. C'est lui qui a remporté les élections en Grande-Bretagne. Non, il les a. Il est arrivé en tête. Vous les avez remportées en France. Il les a remportées en Grande-Bretagne. Bon. Mais Monsieur Nigel Farage, il veut rester président de son propre groupe. Et donc, il met en œuvre une tactique consistant à salir ce qu'il considère comme un concurrent au sein des eurosceptiques. Mais pourquoi dit-on ça ailleurs en Europe? Mais vous savez, Cameron... Pourquoi est-ce qu'on dit ça concernant votre mouvement? Mais parce que c'est tellement facile d'utiliser cet argument. Pourquoi Monsieur Cameron dit de Monsieur Nigel Farage que son parti est un ramassis d'ivrognes et de racistes? Voilà, parce que c'est la seule argumentation de la vie politique aujourd'hui. On ne combat plus sur les idées, on stigmatise l'adversaire, on l'insulte. Pardon, Marine Le Pen, parfois vous savez qu'il y a des dérapages qui vous discreditent. Quand votre père dit 3 mois du virus Ebola permettrait de régler le problème de l'immigration. Non, il n'a jamais dit ça. Ne mentez pas, Monsieur Bourdin. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne mentez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a absolument pas parlé d'immigration. Il n'a pas parlé d'immigration. Bon. Voilà. Ça, c'est un mensonge. Alors, le virus Ebola était adressé à qui? Ça, c'est un mensonge. C'était adressé à qui? Il évoquait la démographie mondiale. Voilà. Il évoquait la démographie mondiale et il exprimait pas de résoudre le problème de la démographie mondiale. Non, Monsieur Bourdin. Il n'a pas exprimé un souhait. Il a exprimé une très vive inquiétude que nous partageons tous, figurez-vous, lorsque l'on est face à un risque de contamination aussi massif que celle-là. Mais on peut tout faire dire à quelqu'un à partir du moment. Tout faire dire. Il l'a dit, mais on peut assumer quand on dit. Parce que figurez-vous que le journaliste qui a fait cette dépêche a totalement dénaturé ses propos. Bon, alors, je me souviens du 13 mars 2013. Bon, le 13 mars 2013, vous n'étiez pas à Strasbourg. Vote sur l'Europe, tiens, à propos des aides européennes aux agriculteurs français. Il s'agissait de quoi? De plafonner ces aides à 200 000 € par exploitation.
Et curieusement, Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch ont voté contre ce plafonnement. Et pourquoi ça vous étonne? Ça m'étonne parce qu'ils ont privilégié les gros agriculteurs sur les plus petits. Oui, mais le problème, Monsieur Bourdin, c'est que nous ne menons pas dans la campagne agricole les petits contre les gros. Ça c'est l'argument. Vous défendez les plus faibles. Non, moi je défends les agriculteurs français. Oui. Moi, je défends les agriculteurs français, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros. On limite les aides, alors. On limite les aides aux gros agriculteurs. Les aides européennes. On les limite. Non, mais monsieur, moi, je défends tous les agriculteurs français. Ce texte-là, il visait en réalité à donner un avantage aux agriculteurs et notamment aux agriculteurs allemands. Donc, nous avons mesuré ce qui était utile pour défendre les agriculteurs français, car c'est notre seule grille de lecture. Nous, on joue pas les petits agriculteurs contre les gros, mais les petits agriculteurs, nous les défendons aussi. Le plafonnement aurait entraîné, en réalité, qu'un certain nombre de pays autres que la France auraient été avantagés. Donc nous voulons avantager la France. Nous défendons la France partout, en toutes circonstances, quel que soit le sujet. Bon. Travailleurs détachés, pourquoi vous êtes-vous abstenu sur la dernière circulaire? Je me suis abstenu parce qu'en réalité c'était un texte qui ne changeait absolument rien à la directive détachement des travailleurs qui existe et qui est déjà mise en œuvre, mais qui apportait une toute petite amélioration. Voilà, pour les travailleurs. Donc c'est une toute petite amélioration d'un mauvais texte. Dans ces conditions-là, je peux pas voter pour parce que ça voudrait dire que quelque part je suis d'accord avec la directive détachement. Je pouvais pas voter contre parce qu'on m'aurait dit à juste titre, voyez, vous ne cherchez pas à améliorer le texte dans l'intérêt des travailleurs, donc je me suis abstenu. Vous savez, nous sommes des gens responsables et raisonnables. Nous sommes surtout des politiques. Nous ne faisons pas n'importe quoi, contrairement à ce que disent nos adversaires. Nous sommes tout à fait cohérents dans nos votes, tout à fait cohérents dans notre système de pensée. C'est bien d'ailleurs ce qui fait notre force, Monsieur Bourdin. Car pourquoi les Français nous ont mis en tête dimanche dernier? Pourquoi ils nous ont mis en tête dans 71 départements français? Pourquoi? Parce que nous sommes lucides, parce que nous sommes courageux, parce que nous sommes cohérents. Parce que pendant cette campagne où les attaques personnelles ont été la seule ligne de l'UMP et du PS, nous avons parlé des vrais sujets, de la concurrence déloyale, de l'immigration, des problèmes d'insécurité. Nous avons parlé du dumping social. Nous avons évoqué et mis sur la table tous les grands sujets qui touchent la vie quotidienne des Français. Eh bien, nous en avons été récompensés et nous continuerons à le faire. Et la vie quotidienne des Français, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. On le sait, évidemment. C'est les Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Oui, parce qu'il y a c'est à cela que vous êtes adressé. Oui, mais avant tout. Mais parce qu'il y a 8 millions de chômeurs. Oui. Parce qu'il y a 8 millions de chômeurs, parce qu'il y a 9 millions de pauvres, parce que ceux qui nous dirigent depuis... Mais vous leur offrez quoi? Vous leur offrez quoi, ces Français? Je leur offre le changement radical de la politique économique. Radical, voilà. Je leur offre de mettre en place les protections que la nation doit à ses citoyens et qui ont été supprimées par l'UMP et le PS dans le cadre d'une sorte d'utopie supranationale qui en réalité était, pensait-il, un peu de pouvoir supplémentaire pour l'oligarchie au détriment précisément du pouvoir qui doit revenir au peuple. C'est quoi cette histoire d'une élue Front National contrainte de laisser son siège à un homme? C'est totalement faux, ça. C'est totalement faux. Moi, j'ai demandé, Joël Bergeron. Moi, j'ai exprimé le désir que Madame Bergeron démissionne pour une raison très simple. Elle était en deuxième position sur la liste dans l'Ouest. C'est qu'une semaine avant l'élection, elle a déclaré qu'elle était pour le droit de vote des étrangers. Exact. Je pense que c'est incompatible. Aux élections locales. Oui, mais je pense que c'est incompatible avec le statut d'élu du Front National. Donc, si elle est respectueuse de son électorat, alors elle est en désaccord avec un point essentiel du programme du Front National, alors il faut qu'elle démissionne. Ça n'a strictement rien à voir avec la parité. Rien à voir. Cela a été décidé avant les élections, dit-elle. Moi, je ne pensais pas qu'ils le mettraient en pratique. Je suis choqué. Leur philosophie n'est plus la mienne. Avant les élections et après qu'elle ait sorti ses propos. Qu'elle m'a imputé en plus de surcroît. Parce qu'elle a dit, oui, je crois que Marine Le Pen aussi, elle est d'accord. Oui. Bon, voilà. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Là, pour le coup, on travaille les électeurs. Dites-moi, mais que vont faire vos députés européens là-bas? Ils vont se battre. Ils vont se battre, c'est-à-dire? Ils vont se battre. Ils vont, par exemple, s'opposer au traité transatlantique. Voilà, que le PS veut accélérer. Ils vont s'opposer à tout nouveau transfert de souveraineté du peuple vers l'Union européenne. Ils vont s'opposer à toute nouvelle politique d'austérité telles qu'elles sont réclamées en permanence par l'Union européenne dirigée par Madame Merkel. Ils vont défendre la France. Ils vont être d'ailleurs les seuls. Vous serez candidate en 2017. Ils vont être d'ailleurs les seuls défenseurs de la France. Vous serez candidate en 2017. Sauf si le mouvement décide de soutenir quelqu'un d'autre, mais a priori je le serai. Oui, pourquoi? Vous serez candidate en 2017.
Vous pensez que vous serez élu en 2017 ? Je pense qu'il est possible que je sois élu, oui. Je pense que les Français, parce qu'il y a une immense prise de conscience aujourd'hui, il y a une aspiration à la liberté, une aspiration à retrouver la souveraineté et la démocratie, et je pense être la seule candidate qui porte ce projet dans l'ensemble de la classe politique française. Merci Marine Le Pen, 8h56, BFM TV, RMC. Merci.